Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre hebdo. L'actualité cette semaine a tout d'abord été marquée par le décès d'un enfant de 28 mois à Chavagny-en-Paillé. Le jeune garçon a succombé à un arrêt cardiaque jeudi matin. Selon l'ARS et la préfecture de la Vendée, le décès a été constaté à 9h25, une heure après le premier contact entre la maman et le SAMU. Une enquête administrative a été ouverte pour savoir si ce drame est lié au dysfonctionnement national qui a engendré des difficultés pour joindre les numéros d'urgence mercredi soir et jeudi matin. Écoutez Jean-Jacques Coiplet, le directeur régional de l'ARS. La maman a indiqué avoir tenté d'appeler pendant une heure le 18, puis le 15, mais sans succès. Et après avoir essayé cela, elle a pu appeler le numéro de secours à 10 chiffres. J'ai décidé de diligenter une enquête administrative afin de poursuivre les investigations sur cet événement. Et une enquête judiciaire est également en cours. Le CHD de La Roche-sur-Yon a signalé les faits au procureur de la République. Ouvrons désormais une page consacrée à la crise sanitaire. La situation continue de s'améliorer dans la région et la France vient de dépasser le seuil des 50% d'adultes ayant reçu une première dose de vaccin. Mais concernant les autotests, un mois après le début de leur utilisation dans les lycées, le premier bilan est plutôt mitigé. Et plusieurs syndicats ont dénoncé la lenteur du déploiement de la campagne après des retards de livraison. Et outre les détails logistiques, les élèves ne se prêtent pas tous au jeu. Exemple au lycée Rosa Parks de La Roche-sur-Yon dans ce reportage d'Alix Lanos. Vous introduisez peu en porte-narine, le coton-tige jusqu'à sentir une petite butée. L'infirmière scolaire rappelle chaque geste à effectuer. Mais la plupart de ses élèves n'en sont pas à leur premier autotest. Depuis leur retour en classe le 3 mai dernier, ceux dont les parents l'ont autorisé ont une nouvelle case de leur emploi du temps du lundi consacrée au dépistage du Covid-19. Au fur et à mesure du temps, je pensais que les élèves viendraient moins et en réalité, je trouve qu'ils sont relativement motivés et ils viennent de façon quasi systématique. Mes parents m'ont demandé si je voulais ou pas, j'ai dit pourquoi pas et ça s'est fait comme ça. Oui, c'est sûr que ça rassure toujours de savoir qu'on n'est pas un danger pour les autres. Moi, c'est mes parents qui m'ont inscrit, mais dans tous les cas, je me serais inscrit quand même. Parce que je pense que c'est mieux quand même de savoir, même pour la sécurité de tout le monde et tout, c'est mieux de savoir si on est positif ou pas. Des élèves motivés, mais pas majoritaires au sein du lycée. On est une minorité, il n'y a pas beaucoup qui veulent se faire tester, ils disent que c'est une perte de temps. Après, moi je trouve que c'est important quand même, quoi. Dans cet établissement de La Roche-sur-Yon, ils sont 240 sur 1300 élèves à s'être inscrits. À peine 20% des effectifs, c'est plus que la moyenne nationale. Les familles qui sont les plus sensibles et investies répondent. Et puis, on a un certain nombre de personnes qui sont pas forcément, qui adhèrent pas forcément à ces autotests, ou en tout cas qui se questionnent, ou bien qui ont déjà été cas contact ou qui ont eu le Covid. Donc, cet ensemble est un taux qu'on rencontre dans les établissements ou les départements voisins. Un taux malgré tout assez faible. Très peu touchés par des formes graves de la maladie, beaucoup de lycéens semblent gagnés par la lassitude face aux contraintes sanitaires et au dépistage. Flavie a participé à la première session d'autotest, puis s'est arrêtée. Parce qu'au final, je me suis rendu compte qu'on n'était pas beaucoup et que pour moi, c'était pas très utile. Si tout le monde ne le faisait pas, ça va pas me servir beaucoup. Et si j'ai pas de symptômes, je vois pas pourquoi je ferais un test, quoi. Selon la directrice de recherche de l'INSERM, une adhésion de 25% des élèves à un dépistage hebdomadaire était censée entraîner une réduction du nombre de cas d'environ 30%. En économie, dans le cadre du déconfinement par étapes, certaines aides de l'État se terminent ou vont être adaptées en ce mois de juin. Rien ne change pour le prêt garanti par l'État, il est ouvert jusqu'au 31 décembre 2021. En revanche, les indemnités de chômage partiel vont évoluer dans les mois à venir pour les salariés comme pour les employeurs. Et pour la mesure de fonds de solidarité, en raison du calendrier de ce déconfinement, certaines entreprises ne pourront plus en bénéficier. Et d'autres ne recevront que partiellement leurs indemnisations. Écoutez la réaction de la CPME en Vendée.
On maintient effectivement pour certains secteurs qui ont été touchés, l'événementiel, la culture, le sport, les cafés, hôtels, restaurants. En fonction de l'augmentation des jauges et du retour à une activité normale, les aides vont diminuer. Les commerçants sont inquiets à moitié, je dirais. On n'a pas retrouvé l'activité d'avant pour certains, on n'a pas retrouvé l'activité normale pour d'autres, puisqu'on est encore soumis à des jauges. C'est compliqué effectivement et on peut craindre ça. Dans quelques jours, la troisième phase du déconfinement débute. De nombreux secteurs vont pouvoir alléger leur protocole sanitaire à partir du 9 juin, une date à laquelle le pass sanitaire sera reconnu en France pour voyager. Il devrait être en vigueur dans la plupart des pays européens début juillet. Une bonne nouvelle pour les agences de voyage qui voient leurs réservations repartir à la hausse. Problème, certaines destinations gardent leurs frontières fermées pour le moment. Pour l'instant, le gouvernement français ne nous autorise qu'à partir en Union européenne. Ou sur d'autres pays, mais avec motif impérieux uniquement. Et certains pays également obligent une quarantaine encore, hein, même en Union européenne, notamment l'Allemagne. Personne ne demande de certificat de vaccination pour l'instant. Mais je pense que dans les semaines, mois à venir, ça va alléger les formalités sanitaires que d'être vacciné. Et le gouvernement a justement annoncé en fin de semaine que les touristes européens vaccinés pourraient venir en France sans test PCR. Conséquence du contexte sanitaire actuel, les kermesses ou les fêtes de fin d'année n'auront pas lieu pour la deuxième année consécutive dans les écoles. Et pour la plupart des établissements vendéens, il s'agit pourtant de l'une des plus importantes sources de revenus pour remplir les caisses. Mais dans le contexte actuel, les écoles ont pour beaucoup abandonné l'idée. Par exemple, dans notre école, nous faisons des salons du bien-être. Les OGEC organisent aussi une kermesse en fin d'année. Et ça rapporte assez d'argent pour qu'on puisse entretenir nos locaux. Malheureusement, la crise fait que on ne peut plus entretenir nos locaux. En fait, cet hiver, nous avons connu un petit dégât des eaux en fait, qui est apparu par le toit qui est au-dessus de nous, et donc on s'est rendu compte qu'il fallait complètement refaire la toiture. C'est à hauteur de 15 000 € pour refaire une toiture complète. Cet hommage à présent rendu ce jeudi aux 14 victimes du Covid parmi les résidents de l'EHPAD Saint-Vincent de Paul à Essart-en-Bocage. En décembre dernier, l'épidémie s'est propagée chez les membres du personnel et chez les résidents. Mais avec les mesures de confinement prises dans l'établissement, les familles et les amis n'ont pas pu dire au revoir. Plusieurs mois après, une cérémonie d'hommage a enfin pu se tenir. Reportage Alexia Janet. Nous sommes ici pour célébrer dignement et avec respect ceux qui nous ont quittés. Dernier adieu à Jeanne, Jean-Noël, Augusta et aux 12 autres résidents victimes de la Covid-19. Plus de 4 mois après le passage du virus dans l'EHPAD, les familles des victimes et les résidents peuvent enfin rendre hommage aux défunts. Une étape importante pour eux puisqu'en janvier, les résidents étaient isolés dans leur chambre. Quant aux familles, l'accompagnement s'est fait dans des conditions très particulières. J'ai su le 22 décembre qu'il était malade et j'ai pu aller le voir le 2 janvier et après le 9. C'est tout ce que je regrette de ne pas l'avoir accompagné, mais j'en veux à personne parce que c'était comme ça, mais c'est très très dur. J'avais surtout une amie là, on prenait nos repas ensemble en face, on discutait bien, on rigolait. Alors je la regrette oui, infiniment. Mon Dieu, si elle est au paradis, tant mieux. Le stress, les conditions de travail compliquées, la peur de la maladie, une période que cette soignante souhaite désormais laisser derrière elle. Ne pas pouvoir accompagner les résidents et ne pas pouvoir faire les derniers soins, ça a été quelque chose de vraiment très éprouvant à vivre. C'est courant d'avoir des décès en EHPAD, bien sûr, c'est leur dernier lieu de vie, mais d'avoir 14 décès dans un instant très, très court et en plus ne pas faire les derniers recueils, faire quelque chose en leur mémoire, c'était important de faire ça aujourd'hui. Cette cérémonie vient donc clore une période compliquée à gérer, techniquement et émotionnellement pour l'ensemble du personnel de l'établissement. C'est aussi parfaire, terminer notre travail d'accompagnement. Il y a des résidents qui sont décédés à l'hôpital, les visites étaient très limitées, c'était vraiment pas du tout dans
dans le sens de l'accompagnement habituel que l'on peut prodiguer auprès des personnes qui sont en fin de vie. 14 photos pour 14 victimes. L'EHPAD espère désormais que ce seront les dernières que la Covid emportera. Dans le reste de l'actualité, cette manifestation ce mercredi du GAB 85, le groupement des agriculteurs biologiques de Vendée. Une quarantaine de professionnels se sont mobilisés devant la préfecture à La Roche-sur-Yon pour dénoncer les dernières décisions du ministère de l'Agriculture concernant la PAC, la politique agricole commune, pour la période 2023-2028. Ils demandent plus de reconnaissance pour les producteurs bio par rapport à une agriculture plus classique. Écoutez. Aucune différence, aucun encouragement et aucun signal n'est envoyé par le gouvernement, par le ministre, pour soutenir l'agriculture biologique. C'est quand même un signal fort qui est envoyé par le gouvernement pour dire que finalement tous ces efforts qui sont faits ne servent à rien. Donc ça, c'est déjà la première crainte ou la première interrogation. Et la deuxième crainte, elle est quand même clairement économique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on enlève moins 50, moins 60% des aides à l'agriculture, au final pour l'agriculture bio, eh bien ça va impacter directement le revenu des producteurs. Et ça, c'est pas acceptable non plus. La direction désormais, les Sables d'Olonne, où la société Atlantique Scaphandre est basée. Spécialisée dans les travaux sous-marins, elle a récemment investi dans un caisson hyperbar, une machine qui peut sauver des vies, mais rare en France. La plus proche de la Vendée se trouve à Angers. Elle sert en effet à gérer les accidents de décompression en plongée ou les intoxications au monoxyde de carbone. Aujourd'hui, on travaille pour les champs éoliens, on travaille pour des clients qui sont sous la réglementation internationale. Et si vous voulez travailler pour eux, il vous faut un caisson. Si vous n'avez pas de caisson, vous ne pouvez pas travailler. On a l'obligation d'avoir un caisson hyperbar et des gens formés dans l'entreprise pour faire du préventif ou carrément traiter un accident s'il y avait besoin. Donc pour nous, c'est plutôt un gage de sécurité et de qualité vis-à-vis de nos clients et vis-à-vis de toute l'équipe de plongée de l'entreprise. C'est un outil de sécurité qui peut prendre en charge un accident de plongée dans l'entreprise, mais l'accident de désaturation dans ces entreprises sont exceptionnels. Ça peut être aussi intéressant pour pouvoir faire une recompression de surface lorsque les conditions de plongée se dégradent. Donc là, on fait de la prévention ou on termine la décompression. C'est aussi pour pouvoir prendre en charge les accidents qui se passent à proximité de cette entreprise, dans le monde professionnel ou dans le monde du loisir. Et puis pourquoi pas, si on arrive à progresser, à organiser toute une structure de soins autour de ce caisson, peut-être prendre certaines urgences hyperbares, comme l'intoxication au monoxyde de carbone. On termine cet hebdo avec le retour de la culture dans le cadre de la folle journée. Des concerts sont prévus ce week-end à Challans, La Roche-sur-Yon et l'Île-Dieu. Et dimanche dernier, plusieurs concerts de musique classique se sont également déroulés à Fontenay-le-Comte pour marquer le retour du public dans les salles. Un retour très attendu par les amateurs de musique, mais également par les musiciens eux-mêmes. Regardez. Une salle qui se remplit de public, une image devenue rare ces derniers temps. De longs mois d'attente pour assister de nouveau à un concert. Et à quelques minutes du début, chacun a hâte d'entendre les premières notes de Mozart résonner. Plus d'un an qu'on n'a pas pu assister à un spectacle. Très heureux de pouvoir de nouveau venir écouter des concerts. Avec les applaudissements, le contact avec les musiciens, il y a quelque chose qui passe entre les musiciens et le public. Après 45 minutes de représentation, l'ovation est à la hauteur de l'attente endurée en raison de la crise sanitaire. Une joie de rejouer devant du public qui avait manqué au chef d'orchestre et à ses musiciens. C'est des choses qui paraissaient tellement naturelles et tellement normales. Au fond, personne, c'est des choses qu'on faisait sans même se poser de questions. Le jour où ça disparaît réellement, c'est là où on s'aperçoit le manque et le défaut. Rien ne remplace un public et rien ne remplace l'énergie d'un concert live, évidemment. Et je pense que tout le monde en est conscient. Et voilà, on est très heureux. Ça fait énormément de bien de pouvoir rejouer devant un public. Parce que c'est vrai qu'on a eu une année très difficile où les occasions, du coup, ce sont... plus d'occasion de jouer finalement et puis c'est vrai que voir les gens jouer devant eux, c'est une chance. La folle journée de Nantes en région continue en Vendée avec des concerts prévus les 4 et 5 juin à Challans, l'Île-Dieu et La Roche-sur-Yon.
C'est la fin de cet hebdo. Très bonne journée et très bon week-end sur TV Vendée.